Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, vidéo technique sur le chauffage. Alors, j'ai pas trouvé de chauffage dans cet atelier, il y a beaucoup de choses, mais bon, j'ai trouvé un bout de chauffage, ça c'est une gaine de ventilation. On attaque l'hiver, il commence à faire frisquet, et donc, heureusement que le chauffage est présent de série dans quasiment tous les modèles existants. Cependant, il existe différents types de chauffage avec des sources d'énergie différentes, et nous allons voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur le chauffage. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est David. Auparavant j'ai travaillé dans le véhicule de loisirs, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Alors avant de parler du système de chauffage, des systèmes de chauffage qui existent, on va parler des sources d'abord d'énergie. Le gaz, le gasoil et l'électricité. Alors évidemment, c'est le gaz qu'on va retrouver en grande majorité dans la plupart des camping-cars, parce que c'est ce qui a été, on va dire, au point en premier dans l'histoire du camping-car. C'est relativement propre à la sortie, c'est assez facile d'utilisation, ça se transporte facilement et donc c'est forcément adapté dans un véhicule mobile. Alors il y a à peu près 3 contraintes avec le système au gaz. C'est premièrement le poids des bouteilles. Ça fait à peu près 25 kg quand c'est plein. Et si on doit les manipuler, les charger, les décharger, bon, moi ça va, je suis pas trop vieux, mais quand on a 70 ans passés, on n'a pas trop envie de se casser le dos avec ça. Deuxième contrainte, c'est la disponibilité du gaz et des adaptateurs selon les pays dans lesquels vous vous trouvez. Et ça parfois c'est un petit peu le chemin du combattant parce que si vous allez en Angleterre, c'est pas les mêmes adaptateurs systématiquement. Si vous allez en Pologne, c'est encore différent. Donc en fait, quand vous prévoyez un voyage toute Europe, il faut parfois planifier un petit peu comment s'organiser pour le gaz. Troisième inconvénient du gaz, c'est que les bouteilles prennent souvent de la place. Quand on a un grand camping-car, il y a souvent 2 bouteilles. C'est autant d'espace qui n'est pas utilisé pour le confort. De nos jours, le chauffage au gasoil est de plus en plus apprécié par les utilisateurs parce que, au-delà du progrès technologique qui a permis avec les années d'améliorer la consommation, le bruit, les odeurs, aujourd'hui c'est devenu un système aussi efficace en termes de chaleur et de rendu de confort. Par contre, il offre l'avantage non négligeable de ne plus avoir à manipuler ces bouteilles régulièrement parce que la bouteille de gaz va rester uniquement pour le frigo, la plaque de cuisson. C'est des consommations relativement faibles. Donc aujourd'hui, on va à la pompe pour faire le plein de carburant. On fait en même temps le plein pour son chauffage, c'est la même pompe, c'est le même réservoir, c'est vachement simple. Ah, et j'ai oublié, le gasoil, on en trouve évidemment partout dans tous les pays du monde. Et donc quand vous faites le plein en Pologne, en Roumanie, en Ukraine, au Groenland, et bien vous avez du gasoil qui fonctionne pour votre chauffage et ça c'est une simplicité. Mais il n'y a pas que des avantages au gasoil, il y a aussi un inconvénient principal, c'est la capacité du système à supporter les hautes altitudes. Les chauffages type Webasto, Truma au gasoil, ils sont conçus pour fonctionner jusqu'à 2000 mètres d'altitude et ce pendant une semaine. Donc ça veut dire que globalement, quand vous êtes en haute montagne, que vous restez 3 semaines en haute montagne, il y a de fortes chances que le système s'encrasse. Parce que en fait, la pression étant plus faible en altitude, le mélange air-carburant est trop riche. Ce qui fait que ça s'encrasse dans le système, le rendement est un peu moins bon et au bout d'un moment, ça peut créer une panne. Bon, encore une fois, pour la majorité des gens, ça suffit parce qu'on ne fait pas non plus 4 semaines en haute montagne. La plupart des gens se contentent d'une semaine, ça suffit, ça va très bien. Quand on va au-delà de 1000 mètres, pendant une certaine période, pas trop longue évidemment, c'est pas trop grave. Il suffit, une fois au retour en plaine, de mettre le chauffage à plein régime pendant 20 minutes et ça va le décrasser un peu plus naturellement. C'est un équilibre qui peut se trouver, mais évidemment, si vous faites des grandes planifications de voyage en altitude, le mieux est de mettre un kit altitude pour le système Truma ou autre, d'avoir cette adaptation pour ne pas avoir de soucis à long terme. Et un dernier point à savoir sur le chauffage au gasoil, c'est qu'il consomme de l'électricité pour le démarrage. Un peu comme le préchauffage des bougies pour un moteur diesel, c'est pareil, il y a une résistance qui va chauffer pour enflammer le gasoil. Et cette consommation électrique est assez forte, ça fait un pic de consommation. Et souvent, ce qu'on conseille pour optimiser l'autonomie de la batterie cellule, c'est de faire le démarrage du moteur avant de lancer le chauffage. Comme ça, les premières minutes de lancement du chauffage, le moteur tourne, il produit de l'énergie électrique et ça permet de limiter, ou de faire le tampon, on va dire, le temps du démarrage du chauffage. Et pour finir, l'électricité comme troisième moyen de chauffage, souvent il va apparaître comme une solution complémentaire à l'énergie en place. Donc en plus du gaz ou du gasoil, on peut avoir un appoint électrique. Il y a des systèmes de chauffage qui offrent cette fonctionnalité. Je pense par exemple au Truma Combi 6EH qui est déjà connu pour ça. Il a 4 kW de puissance de chauffage avec le gaz et puis encore 2 kW supplémentaires en électricité.
Alors évidemment, ça ne fonctionne que lorsque vous êtes branché au secteur. On oublie l'énergie des batteries, c'est pas vraiment prévu pour ça. Mais du coup, on peut mixer deux sources d'énergie pour optimiser sa consommation de gaz. Ça, c'est pas mal aussi. C'est évidemment très intéressant pour les périodes de très grand froid parce que là, on peut du coup cumuler ces deux sources. 4 kW en gaz ou gasoil et puis 2 kW supplémentaires, ça fait 6 kW de chauffage. Là, ça commence à être bien chaud. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas ces systèmes hybrides déjà disponibles dans le véhicule, ils peuvent, c'est déjà arrivé, de mettre un petit chauffage électrique d'appoint branché au 220. Par contre, attention au risque d'incendie, là c'est pas négligeable. Et puis évidemment, c'est une consommation qu'il faut quand même gérer pour le reste du véhicule. Ça va pomper un petit peu d'électricité sur le circuit. Maintenant qu'on a vu les sources d'énergie, parlons du chauffage en tant que produit. Il existe deux grandes catégories. La première, c'est l'air pulsé. En fait, il consiste à souffler de l'air chaud dans tout le véhicule. C'est relativement léger, c'est facile à mettre en œuvre, c'est pas très cher, donc c'est ce qui va être le plus fréquemment trouvé sur les camping-cars. Alors ce système de chauffage est évidemment le plus répandu, mais ce n'est pas non plus le plus confortable évidemment. Le seul bémol de ce système de chauffage, c'est que les bouches de ventilation, plus elles s'éloignent du centre de chauffage, plus l'air qui en sort va être un peu plus froid. Ce qui fait que la chaleur n'est pas homogène dans le véhicule, ça va pour le commun des mortels, la plupart des gens se contentent très largement de ce système, mais c'est vrai que si on veut vraiment aller dans les pays très froids, on peut se poser la question si un autre système de chauffage ne serait pas utile. Et donc là, on va parler évidemment du chauffage central. C'est un système qui fonctionne un petit peu comme ce qu'on peut avoir avec un chauffage central à la maison. C'est une chaudière qui chauffe de l'eau, ça circule dans un circuit autour du véhicule avec des radiateurs. On a une chaleur qui est homogène, un confort qui est bien plus appréciable parce que ce n'est pas que de l'air chaud, c'est moins sec que de l'air chaud. Par contre, il y a d'autres inconvénients, c'est beaucoup plus cher, entre 5 et 8 000 € de plus par rapport à un système de chauffage à air chaud, 40 kg de plus sur le véhicule et une complexité un peu plus évidente parce que y a un circuit d'eau, il y a de la plomberie, voilà. Si j'oublie encore un avantage de ce système, c'est qu'on peut se connecter à l'eau chaude du circuit moteur, qui fait qu'on peut utiliser la chaleur du moteur pour chauffer le reste du véhicule en roulant. Et ça, c'est vrai que c'est un bon outil, ça évite de consommer du gaz par exemple pour alimenter le chauffage. Bon, les chaudières après, ça reste un produit assez haut de gamme, donc on va les retrouver dans les véhicules premium ou alors de finition supérieure. Les entrées de gamme, les grands classiques du camping-car n'ont pas forcément ce système de chaudière. Maintenant, il n'y a pas 36 fabricants de chauffage dans le monde du camping-car, c'est un milieu qui est assez restreint. On peut en noter 3 grands, on aura évidemment Truma qui est a priori le leader, je pense, dans ce milieu-là. Truma propose des systèmes de chauffage au gaz avec l'électricité, et au gasoil, donc eux ils touchent à tout. Par contre, c'est de l'air chaud pulsé. Webasto, qui lui aussi fonctionne au gasoil et qui fait principalement de l'air chaud pulsé, on va souvent le trouver sur toute la gamme Chausson, Challenger, puis beaucoup de fourgons également. Les chauffages ALD sont connus avec leur fameuse chaudière qui fait un chauffage central, évidemment, on va les trouver sur les véhicules plutôt haut de gamme. Lui, il fonctionne principalement au gaz et offre aussi, dans certains cas, un appoint électrique. Et le quatrième, qu'on ne voit pas souvent, mais qui commence à apparaître de plus en plus, ça va être Eberspatcher, qu'on peut trouver principalement au gasoil et qui fait de l'air chaud pulsé ou du chauffage central. C'est un des rares fabricants qui touche un peu à tout avec du gasoil. Il nous reste encore beaucoup de choses à dire, notamment tout ce qui concerne les chauffe-eau. Aujourd'hui, la plupart des appareils Truma, les modèles actuels, sont des combinés qui fonctionnent à la fois pour l'eau chaude et le chauffage avec le même appareil. Alors que si on va maintenant chez Webasto ou d'autres, ils fonctionnent pour le chauffage d'un côté et on ajoute un chauffe-eau indépendant d'une autre marque. Alors on a parlé des chaudières ALD qui font de l'eau chaude pour le réseau de chauffage, donc évidemment elle aussi elle fait l'eau chaude pour la douche. Et après il nous reste Webasto et Eberspatcher qui eux sont pas forcément combinés, on va les trouver principalement en indépendant. Ça veut dire qu'on a un système de chauffage dédié et après on a le chauffe-eau qui est un petit peu séparé. Il peut fonctionner sur la même énergie, mais parfois ça peut être aussi complètement indépendant. On pourrait évoquer notamment les marques Chausson ou Challenger qui sortent souvent avec un système complètement indépendant. On a vu notamment un chauffage Webasto qui fonctionne au gasoil et puis un chauffe-eau Truma qui fonctionne au gaz, rien à voir. Et concernant Webasto et Eberspatcher, j'ai vu qu'ils existent en combiné chauffe-eau-chauffage, mais pour l'instant j'en ai pas encore vu dans les camping-cars, donc peut-être dans les années à venir, qui sait. Alors, peu importe la marque utilisée, on va trouver les mêmes systèmes de chauffe-eau qui ont environ 10-15 litres de volume. En général, une fois qu'on l'a allumé, on peut avoir de l'eau chaude entre 10 et 20 minutes, ça dépend un petit peu de la température ambiante. Et dernière chose à dire concernant ce volume d'eau, c'est que pour la période de l'hivernage, si vous ne videz pas l'eau qui est présente dans ce ballon et qu'il y a un risque de gel, et ben là il y a un risque de grosses factures parce que quand ça gèle, ça éclate, ça casse tout et là ça coûte une petite fortune.
Donc tous les systèmes sont équipés avec une vanne, automatique ou manuelle, ça dépend des modèles des fabricants, qui vous permet donc de vider ce volume d'eau. Maintenant parlons consommation de gaz, de gasoil ou autre. Quand c'est en électricité, on se pose pas trop la question de savoir combien ça consomme parce que c'est un petit peu une énergie disponible, hein, sans limite. Par contre, quand on est au gaz ou au gasoil, là on a un volume défini, on veut savoir combien de temps ça dure. Alors je ne peux pas vraiment dire de valeur standard, ça dépend tellement de la température que vous demandez, de la taille du véhicule à chauffer, de la température extérieure, mais globalement, moi j'avais un collègue qui vivait dans son fourgon, il tenait facilement 1 mois avec une bouteille de gaz. Donc encore une fois, il chauffe pas non plus à 25 degrés, donc c'est quand même très relatif. Mais il y en a qui font toute la saison avec les 2 bouteilles, hein. Ça dépend un petit peu de votre durée d'utilisation. Évidemment, si vous êtes au Cap Nord en plein hiver, là ça va consommer un peu plus de bouteilles ou de gasoil, hein, c'est sûr. Alors toujours dans un souci de vérification de la consommation du gaz ou du gasoil, là aussi il y a des moyens pour savoir où est-ce qu'on en est. Quand on est au gasoil, on met la clé dans le contact tout bêtement et on regarde la jauge de carburant. Évidemment, là, ça nous donne une idée assez rapide et précise de ce qui nous reste dans le réservoir. Alors, pour ceux qui se posent la question, sachez que le tuyau qui prend le carburant pour le moteur n'est pas au même niveau que le tuyau qui prend le carburant pour le chauffage. Ça veut dire que quand le niveau de gasoil arrive à la limite du tuyau qui prend le carburant pour le chauffage, il reste encore de la marge pour le moteur. Donc, en fait, même si vous n'avez plus d'énergie pour le chauffage qui fonctionne au gasoil, vous n'êtes pas à sec de carburant. Il y a toujours un peu de carburant qui reste pour aller faire le plein avec le véhicule. Pour ce qui concerne le gaz, là il existe plusieurs autres façons de vérifier le niveau, mais là je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait qui est dédiée au gaz. En conclusion, on a vu que le chauffage et la consommation varient beaucoup en fonction de certains critères, et notamment l'isolation, qui mérite à mon avis un sujet, une vidéo dédiée dans le futur, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, comment améliorer l'isolation, comment choisir tel ou tel type de modèle pour avoir une optimisation sur la chaleur et le froid. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos futures vidéos, on en fait 2 par semaine. Prenez soin de vos montures et profitez du paysage. À très vite.